Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo commentaire du 50-50 sur 50 nuances degrés, vidéo dans laquelle je vais répondre à 20 de vos questions sur cet épisode, mais d'abord 20 petites anecdotes concernant la vidéo elle-même. Numéro 1, quelque chose qui a rendu ma vidéo un peu plus difficile à écrire et les œuvres un peu plus difficiles à lire et à regarder, c'est que mon papa s'appelle Christian. Et c'est littéralement mon deuxième prénom. Numéro 2, c'était pas spécialement subtil, mais dans l'intégration commerciale, mon personnage, Christian Grey, n'arrête pas de mentionner Mademoiselle Spliff. C'est évidemment en référence au fait que Christian Grey, dans le roman, semble ressentir le besoin impérieux de nommer régulièrement son interlocutrice. Numéro 3, je pensais trouver facilement une liste des champions saisonniers de Raid Shadow Legends, et je suis assez surpris du manque de curiosité des joueurs pour ce jeu qui est quand même très populaire. On trouve plein de guides de stratégie, mais très peu d'informations sur le lore qui me semble être l'un des points les plus sympas du jeu. Je pense qu'ils sont victimes de leur stratégie de communication, même si j'ai envie de faire un top 20 sur les personnages aux origines les plus intéressantes de Raid Shadow Legends. C'est un jeu qui a une certaine image, et ça rend cette vidéo, ce projet de vidéo, difficile à réellement envisager. Numéro 4, toujours dans l'intégration, vous pouvez voir 4 tableaux. Le premier est la liste des livres que j'ai chroniqués dans les coins lecture, que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Le second, sur le lit, c'est mon classement de champion de Raid Shadow Legends, donc c'est à propos. Le troisième, derrière le canapé, c'est l'équipe technique des films 50 nuances degrés, dont je me sers dans la vidéo. Et le dernier, sous le canapé, c'est les scores du Board Game Club, une émission que je suis sur la chaîne YouTube No Rules Board. Numéro 5, j'ai essayé de faire un décor un peu sympa. J'ai mis le TIE Fighter en Lego parce que il est gris. 50 nuances de gris. Ainsi que la grosse Funko Pop de Pusheen de Camille. J'ai mis les 5 tomes disponibles alors de la saga Grey. J'ai laissé un peu de lumière rouge pour essayer de créer une ambiance. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment réussi. En fait, je voulais mettre une gélatine sur une lumière qui était derrière moi. J'avais pas de gélatine rouge, du coup j'ai mis un tapis rouge dessus qui filtre les... Mauvaise idée, c'est pour ça que c'est mieux quand j'ai d'autres gens pour gérer la lumière pour moi. Numéro 6, j'ai découvert un truc au sujet d'une de mes Funko en la retournant. La figurine d'Aladin cache un pain dans son dos. Et je l'avais jamais remarqué avant de la retourner. Ce qui est logique, parce qu'il était dans son dos. Numéro 7, vous avez pu remarquer que les figurines de ces étages-là sont en nuances de gris, de blanc à noir, et qu'il y en a 50 pour faire 50 nuances de gris. La raison pour cela, c'est que je pensais qu'elles seraient les seules visibles derrière moi, car c'est le premier tournage pour la chaîne Link the Sun que je fais avec ce meuble derrière moi. Et comme je suis un petit rigolo, j'ai aussi mis cette Funko. Il faut que j'arrête de montrer la... Vous ne voyez pas, c'est cadré de telle sorte que vous ne voyez pas. J'ai aussi donc mis cette Funko dans cet étage, parce que c'est Meredith Grey, Grey's Anatomy. Meredith Grey. Une autre nuance de gris, finalement. Numéro 8, j'ai mis ma Funko du Balrog, du Seigneur des Anneaux aussi, parce qu'il a un fouet. Numéro 9, à la base, j'avais pas prévu un niveau de gris aussi prononcé dans la vidéo, mais en fait, vu que j'ai un fond très coloré, si je laissais plus de couleurs, ça donnait juste l'impression que tout était terne. Voilà, donc encore un autre truc que j'ai pas super bien géré. Numéro 10, et surtout, j'ai complètement merdé avec mon animation en stop motion avec les Funko qui se retournent. Au-delà du fait qu'on voit plus de figurines que ce que j'avais anticipé, comme vous avez pu le voir sur le bêtisier, j'ai surtout filmé ce passage sans mon fauteuil. Or, le fauteuil a évidemment un impact énorme sur la luminosité de ce coin-là. C'est pour ça que j'ai dû trouver une astuce au montage, changer la luminosité dès le départ de la musique pour que la différence de luminosité donne l'impression d'avoir été voulue. C'est une impression, c'est un mensonge. Numéro 11, petite décomposition de ce passage psychédélique. Au-delà des effets visuels, vous pouvez entendre un extrait de la musique Jerked Out, évidemment, de Caesar's Palace, des bruitages du jeu Rayman sur PlayStation et le Pokémon Ludicolo. Numéro 12, j'ai fait une erreur, j'ai dit qu'elle l'appelle Monsieur 50 nuances, et c'est jamais le cas. Dans le livre, elle ne l'appelle jamais Monsieur 50 nuances, elle l'appelle juste Mon 50 nuances. C'est pas beaucoup mieux, mais voilà, n'empêche, ce que j'ai dit est faux. Numéro 13, les plus pointilleux l'auront remarqué, je fais dire à l'Empereur et à Vador le titre du premier volet de la saga Star Wars, alors que cette scène vient évidemment du retour du Jedi. Numéro 14, ça m'arrive assez souvent, j'ai eu une bonne idée de sketch vers la fin du montage, donc beaucoup trop tard pour rajouter Donc beaucoup trop tard pour l'y rajouter. Un sketch qui illustrerait le fait que Grey refuse un couple normal à Anastasia, tout en le lui offrant tout le temps. En fait, mon idée de sketch, c'était... on imagine, voilà, Grey à une table en train de parler à Anastasia, et il lui dit en fait, j'ai une maladie, je ne peux absolument pas poser ma main sur ma jambe. C'est totalement impossible, tu vois. J'essaie de toutes mes forces, c'est impossible. J'y arrive pas. Je ne peux pas poser ma main sur ma jambe.
Anastasia qui lui répondrait oui, mais peut-être que si tu y mettais tout ton cœur, j'y mets tout mon cœur, vraiment, tu vois, absolument impossible. Absolument impossible. Je ne peux pas mettre ma main, même si j'appuie, c'est impossible. C'est impossible, je pense que je ne pourrai jamais mettre ma main sur ma jambe. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Voilà, je voulais faire un sketch un peu dans cet esprit-là, mais l'idée est arrivée trop tard. Numéro 15, vous connaissez ma passion pour les tableaux. Je suis content, j'ai pu en caser un concernant les équipes techniques de la trilogie Grey au cinéma. Et en plus, je le trouve relativement clair, c'est bien fin ouvrage. Numéro 16, je cite vers la fin la scénariste du film qui parlait sur le podcast de Bret Easton Ellis. Je vous suggère d'aller y jeter une oreille, d'aller jeter une oreille au podcast en entier. C'est vraiment intéressant. Globalement, elle parle de sa frustration sur cette expérience de tournage, du fait que les producteurs lui disaient amen à toutes ces idées, mais que E.L. James avait finalement toujours le dernier mot. J'ai trouvé l'interview assez édifiante, personnellement. Numéro 17, je le dis pas dans la vidéo, mais il me semble important de rétablir une petite vérité. E.L. James, l'auteur de la saga, et Sam Taylor Johnson, la réalisatrice de ce premier volet, sont restés en bons termes, malgré le fait qu'elles aient toutes les deux très mal vécu le tournage du film. Numéro 18, j'aimerais parler encore un peu du MacGuffin, parce que sur internet, j'ai régulièrement trouvé une autre définition. Alors moi, je vous ai donné la définition d'Hitchcock, un élément important pour les protagonistes, un élément moteur, mais finalement secondaire dans l'histoire. Mais j'ai plusieurs fois lu sur internet que le MacGuffin était juste un élément moteur de l'histoire. Et j'ai souvent cité l'exemple de l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux. Je vous en parle par transparence, mais moi, ça me semble être un contresens phénoménal. L'anneau est très loin d'être secondaire dans l'histoire. Je suis même tenté de dire que l'anneau est un personnage dans les romans et dans les films. Et même peut-être l'antagoniste principal, parce que Sauron, finalement, il intervient assez peu. C'est l'anneau qui veut retourner à lui, à Sauron. C'est contre l'anneau que Frodo se bat. Pareil, j'ai souvent vu passer l'Arche d'Alliance dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. En tant qu'exemple de MacGuffin, ça me semble aussi être un très mauvais exemple de MacGuffin. Mais là, j'imagine qu'il y a deux définitions et qu'il faut composer avec, je ne sais pas. Numéro 19, un petit mot sur les quelques références musicales et vidéo de cet épisode. Généralement, j'utilise la BO du film parce que ça me semble approprié. Mais un extrait... Mais qu'est-ce que tu vas te calmer, oui? Un extrait fait que ma vidéo est démonétisée, donc j'ai mis un extrait de la bande originale du Seigneur des Anneaux online à la place, donc dans la version tout public, dans l'espoir qu'elle soit monétisée. Petite vérification express, à l'heure actuelle, les deux versions sont démonétisées. Et une interdite aux moins de 18 ans. Pendant la cérémonie de récompense, la musique que vous entendez est celle de la forêt sibylline, un des niveaux de New Pokémon Snap sur Switch. Évidemment, on a un petit extrait de la bande originale des Dents de la Mer, vous savez très bien où. Le bruit de censure dans la version originale est un bruit issu de Sonic 2 sur Mega Drive. J'utilise très souvent des bruitages de Sonic 2. J'ai oublié de le préciser en tournant le commentaire, mais les extraits Alerte Rouge sont tirés de Monstres et Compagnie, Street Fighter, Doctor Who, Toy Story, Batman la série animée, Hunger Games La Révolte partie 1, et enfin Aladdin et le Roi des voleurs. Numéro 20, alors qu'est-ce qui s'est passé avec la version pas tout public, où j'ai censuré jusqu'au mot baiser, et où je remplace toute mention explicite au sexe par une allégorie culinaire plus ou moins heureuse. YouTube m'a fait remarquer que je ne devais pas parler de non plus. Or, il est fait mention de dans le film, et j'utilise cette référence à 2 reprises, et comme vous le savez, le est un sujet qu'on se fout dans le... J'ai également retiré la mention des pinces et du vaginal également. Je n'ai pas pu réagir plus vite parce que j'étais à Bordeaux entre le 15 et le 30. C'est aussi pour ça que cette vidéo sort aussi tard. Pendant mon séjour, j'ai découvert et beaucoup joué au jeu My Singing Monsters, qui est un jeu mobile où tu peuple des îles avec des monstres qui font de la musique. Chaque nouveau monstre rajoute une ligne de mélodie ou de percussion, dépendant évidemment son espèce. Et donc, pour censurer tous ces vilains mots, j'ai trouvé rigolo d'utiliser des sons du jeu. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Je laisse la parole à moi du futur pour qu'il réponde à 20 de vos questions. Merci moi du passé et on est parti. Grégou me dit bonjour Links the Sun. Pourquoi des... Oh, effets spéciaux, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Links the Sun, pourquoi dans la vidéo tu as retourné toutes les pop? Elles sont presque toutes de dos, j'ai trouvé ça perturbant dans ton décor. Smiley qui transpire, smiley qui transpire, smiley qui pleure de rire. C'est une blague. Elle se retourne, quand je dis on va parler de 50 nuances degrés, elle se retourne. Alors il y a 2 interprétations possibles d'après moi. Il y a soit oh non ce film est terrible, je ne veux pas le regarder, soit oh non ça va parler de sexe, mon âme est trop innocente pour entendre parler de ce genre de choses. Voilà, c'est un gag. C'est un gag, mais comme j'ai expliqué, en fait,
ces Funko-là, je pensais qu'on verrait que ces Funko-là, parce que je suis quelqu'un d'imposant, et du coup je pensais que cette case-là serait complètement masquée, et du coup ça fait très bizarre qu'il y ait que ces 5 cases-là qui se retournent, et que celle-ci qu'on voit ne se retourne pas. Et en plus, celles-ci sont en nuance de gris, pas celle-là. Enfin, j'ai raté. J'ai raté. Il y a quand même pas mal de gens qui ont compris, mais c'était pas aussi clair, aussi bon que ce que j'avais envie que ce soit. Deuxième question de Baptiste André. Bonjour, bonsoir Lynx, j'espère que tu vas bien, ça va très bien, merci. As-tu choisi Poupou, descends de la table? As-tu choisi 50 nuances pour le 50-50 après la lecture du livre, ou bien au moment où tu as eu dans l'intention de le lire? Alors, parlons un peu du cheminement, pour être tout à fait exhaustif dans ma démarche. Mon but premier, si vous voulez, c'était de dire à adaptation par un film moyen d'un livre moyen, généralement le livre est meilleur. J'avais besoin d'un livre moyen, d'un film moyen pour essayer d'arriver à cette conclusion. Parce que quand je vais faire une vidéo, généralement j'ai une idée de ce que je veux dire, et souvent le parcours, si tu veux, la réflexion fait que je finis par dire autre chose. À la base, j'étais parti sur Hunger Games, mais la vérité, c'est que j'avais vu le premier film il y a très longtemps, jamais les 3 suivants, et j'avais jamais lu les livres. Du coup, j'ai lu le livre, et je me suis dit, merde, le livre me semble nettement meilleur que le film. Quand j'ai parlé des livres dans le coin lecture, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui aimaient beaucoup le film, et je me suis dit, finalement, moi, Hunger Games, je m'en fous un peu. Est-ce que j'ai envie de m'exposer à des fans qui vont se sentir un peu outragés, quoi. Je sens que ça allait être un peu polémique, et la polémique ça m'emmerde, tout simplement, pour le dire très clairement. Donc, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, c'est-à-dire lire plusieurs livres qui ont été adaptés en film, et puis essayer de voir. D'emblée, j'ai pas voulu faire Jurassic Park, parce que j'ai pas envie de parler du film Jurassic Park uniquement dans le prisme de l'adaptation cinématographique, parce que je pense que c'est un film qui est plus intéressant que juste l'aspect adaptation. Eragon, je l'ai envisagé, je l'ai pas fait parce que j'ai trouvé le livre vraiment médiocre, et pareil, j'avais pas envie de m'exposer à plein de gens qui m'ont dit que c'était leur livre préféré, enfin le livre qui leur a fait aimer la lecture quand ils étaient plus jeunes. Et en voyant l'adaptation, je me suis dit oui, l'adaptation est pas bonne, mais franchement, si on m'avait demandé à moi de faire une adaptation d'Eragon et que je m'en étais un peu foutu de savoir si ça allait plaire aux fans ou pas, j'aurais pas fait beaucoup mieux, parce que pour moi, le film a autant aucun charme que le livre. On est uniquement dans la sphère de l'opinion personnelle. Et pourquoi j'ai fini par arriver à 50 nuances degrés? La raison pour laquelle j'avais exclu 50 nuances degrés d'emblée, c'est que pour moi, le point de discussion principal de 50 nuances degrés, c'est toute cette notion de qu'en est-il du consentement, qu'en est-il de la confusion entre sadomasochisme et relations abusives, où s'arrête la relation domination-soumission, enfin dominant-soumise, où commence juste le couple de merde. D'une part, j'avais pas très envie de me renseigner à ce sujet-là, c'est pas un sujet qui me passionne, qui m'intéresse. Et d'autre part, c'est un sujet grave. Et je vous ai dit, la polémique, ça m'emmerde. Donc, j'avais pas du tout envie de parler de ça. J'ai fini par me dire, il y a moyen de parler de 50 nuances degrés, mais surtout en tant qu'adaptation, parce que c'est ça que je voulais faire à la base. Et il y a des trucs intéressants à dire. Donc ça a été nettement après avoir lu le livre, mais en lisant le livre, je me suis dit, j'ai l'impression que la réalisatrice s'en est franchement bien sortie. Question suivante de One Clément. Coucou, est-ce que la note très basse vient du fait de la dangerosité du film avec la relation toxique qu'il prône? Car j'ai l'impression que tu as au final dit beaucoup de bien du film. Mon système de notation est tout le temps le même, c'est-à-dire j'attribue les points positifs et négatifs dans leur ordre d'importance, et en fonction de la position de ces points positifs et négatifs, j'accorde une note, mais la note elle est mathématique. Alors plutôt que de me perdre dans des explications qui ont absolument aucun sens, j'ai fait un petit squeeze là, voilà, j'ai fait une petite illustration rapide pour expliquer comment ça fonctionne mon système de notation. Ça a l'air de faire peur, vous inquiétez pas, je vais vous guider, ça tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors, comme vous le savez, donc j'attribue, je range les caractéristiques du film par ordre d'importance d'après moi, donc le numéro 10 étant le moins important, et on monte jusqu'au numéro 1, le plus important. Chaque aspect a
un coefficient, on va dire ça comme ça, rapporte des points si vous préférez, c'est-à-dire que si je dis que l'aspect le moins important est négatif, ça fait 1 point côté négatif. Si je dis que le suivant est positif, ça fait 2 points côté positif, etc., jusqu'à 10 points. Ça me fait un total sur 55. J'ai 55 points à répartir, puisque 10 plus 9 plus 8 plus 7, etc., jusqu'à plus 1, ça fait 55. Donc j'ai 55 points à attribuer. Certains seront côté positif, certains seront côté négatif. Ce qui fait que la meilleure note possible, ou les 5 points les plus importants ici, donc celui-là fait 10 cases, celui-là fait 9 cases, celui-là fait 8 cases, etc. Si les 5 aspects les plus importants sont positifs, on a cette note-là. Et si c'est l'autre cas de figure, c'est-à-dire si c'est le cas de figure opposé où les aspects les plus importants sont négatifs, on a ce cas de figure-là. J'ai pris la même animation que pour l'illustration du 50-50, c'est-à-dire le positif à gauche, le négatif à droite. C'est pas un message politique. Et donc ce qu'on remarque très vite, c'est que il y a cette zone de notation là qui est forcément positive. Vous voyez, même dans le pire cas de figure, cette zone là est positive, et cette zone là est forcément négative. Ça fait que l'espace intéressant, c'est cet espace là. Et donc tout ça, tout ça c'est 55 points, donc je vous l'ai dit, là ici, 55 points en tout. Mais l'espace intéressant, c'est cet espace-là, où il ne reste plus que 25 points. Du coup, ça me fait une note sur 25, que ensuite je divise par 25 multiplié par 20 pour rapporter sur 20. Par exemple, si on prend 50 nuances degrés, donc là j'ai remis les aspects que j'ai voulu souligner dans le film. Les aspects 10, 9, 8, 7 et 5 sont positifs, 6, 4, 3, 2 et 1 sont négatifs. Donc le négatif l'emporte largement, ce qui fait que si on replace ça sur cette règle là, 10, 9, 8, 7 et 5, 1, 2, 3, 4 et 6, si on regarde sur la zone intéressante, quoi, la zone où la note se joue, on a une unité qui est positive. Donc ça fait 1 sur 25, je divise par 25, je multiplie par 20, on a 0,8, donc j'arrondis à 1 sur 20, c'est pour ça que 50 nuances a eu une note aussi basse. Mais si on regarde un film un peu plus équilibré avec Cusco, qui est quand même largement positif, vous voyez, les 3 points principaux sont positifs, donc le point 10, 5, 3, 2 et 1 sont positifs, les autres sont négatifs. On rapporte ça sur cette échelle-là. Et du coup, donc si on prend cette zone importante là, comme je l'ai appelée ici, il faudrait que je trouve un autre nom. On arrive à un total de 19 points sur 25. Donc 19 divisé par 25 multiplié par 20, ça fait 15,2 je crois, arrondi à 15 sur 20. Voilà, c'est comme ça que je fais ma note, donc c'est une note strictement mathématique, quoi. L'évaluation, elle vient qu'est-ce qui est le plus important, quels sont les aspects les plus importants du film. Ça me semble être un moyen à la fois pertinent et un peu original d'arriver à une notation. Voilà. Sub Gaillard me dit « Salut Links the Sun, est-ce qu'en cas de canicule, on peut parler de 50 degrés ?» Mathilde Mouton me dit « Bonjour Lynx, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Petite question, est-ce que selon toi une mauvaise œuvre peut devenir bonne suite à une adaptation dans un autre format? Tu nous as fait comprendre que dans le cas présent, il s'agit du pire livre que tu aies lu et que le film reste mauvais malgré les corrections. C'est pas des corrections, c'est un travail d'adaptation, c'est pas des corrections. Aurait-il pu devenir bon? Je le dis dans la vidéo, oui, il aurait pu. Pour moi, il y a une adaptation de 50 nuances degrés qui aurait pu me plaire. J'en suis convaincu. Et il y a des exemples de bonnes adaptations d'un mauvais film tout le temps. Apparemment, le livre Les Dents de la Mer est pas terrible. Je sais que la plupart des films de Hitchcock sont adaptés de romans et qu'apparemment les romans sont pas tous très bons. C'est juste que c'est beaucoup plus fréquent qu'on entende parler d'adaptations de livres qui ont marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce livre a été une sensation, donc il a son adaptation c'est presque un produit dérivé, quoi, le film. Christophe Maison me dit « c'est pratiquement un cousin de Dr House. Bonjour Lynx, le pire livre pour toi est un film avec au mieux de très grosses lacunes. Comment expliquer que ça marche autant? Le sexy l'emporterait sur l'esprit critique ?» Alors déjà, je tiens à t'accueillir, à te souhaiter la bienvenue sur notre planète, car je pense que tu viens d'ailleurs, c'est sans doute, si tu découvres maintenant que le sexy fait vendre et l'emporte sur l'esprit critique, bienvenue, tu vas voir, c'est sympa, je te suggère
le beurre de cacahuète. C'est un truc qu'on a ici qui est très sympa. Comment expliquer que le livre a fonctionné? Il y a des vidéos qui en parlent, il y a des vidéos qui détaillent ça. Le film a fonctionné parce que le livre a fonctionné. Il y a un argument qui me semble très juste qui est le buzz. C'est pas une explication en soi, mais le buzz a fait que de un peu fonctionner, c'est devenu, ça a beaucoup fonctionné. Si j'en parle, si vous en avez entendu parler, c'est qu'on a entendu parler du buzz. C'est un truc qui s'est alimenté lui-même. Par contre, la question, comment est-ce qu'on en est arrivé au buzz? J'ai vu une vidéo qui disait que sur son blog original, E.L. James supprimait les mauvaises critiques et du coup, les gens se disaient « Ah bah ça doit être bon, alors je vais le lire ». Ça a plu, mais ça, c'est pas surprenant que ça ait plu parce que il y a des gens qui sont absolument pas difficiles avec ce qu'ils lisent, c'est-à-dire que le style, voilà, ils s'en foutent complètement. Je comprends l'attrait de ces trucs-là, moi ça m'intéresse pas du tout, mais je comprends l'attrait de ces trucs-là, parce que c'est émoustillant, parce que voilà. Pourquoi ce livre-là particulièrement, plutôt que d'autres qui sont mieux écrits, là j'avoue que ça m'échappe complètement. Pourtant j'ai regardé des vidéos dessus, hein, mais j'ai jamais trouvé l'argument qui dit pourquoi ce... Mais en même temps, si on pouvait expliquer le succès... Bref, je ne sais pas. C'est une très longue façon de dire je ne sais pas. Scarlet Demon me dit bonjour Lynx, question pour toi. Penses-tu un jour lire les suites? J'ai regardé le deuxième film qui m'a conforté dans mon idée que la réalisatrice a fait beaucoup de bien à l'adaptation du premier, et je pense qu'il n'y a pas assez de bonne volonté sur la Terre pour que je puisse lire les suites. J'ai lu les premières pages de... Ah bah je les ai virées du coup. J'ai lu les premières pages du point de vue de Grey, tu sais, en me disant peut-être que quand on est dans sa tête, il est moins désagréable, il est pire. Il est pire quand on est dans sa tête, E.L. James est très... constante dans cette branche-là. Lucas Marade, hey je l'ai pas vu venir. Salut Lynx, tout d'abord, je souhaite te dire que j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Je n'ai pour ma part jamais lu le livre ni vu le film. Les critiques acerbes à leur sujet m'en ayant largement dissuadé. Bah ouais. Ma question est la suivante, quels étaient tes a priori sur ces deux œuvres si tu en avais? Si c'était le cas, qu'as-tu fait pour t'en affranchir? Ou alors t'en es-tu servi? Mes a priori étaient évidemment négatifs. Parce que j'en ai entendu surtout du mal, évidemment. Ça influe forcément ma lecture et mon visionnage. Je me fais confiance pour essayer de pas me laisser trop influencer. Je sais qu'en lisant le livre, en lisant Fascination, le premier tome de la saga Twilight, j'ai été agréablement surpris. Et surpris de l'accueil positif du film, étant donné que le film gomme beaucoup de très bons aspects, beaucoup de bons aspects en tout cas du livre. Je pense avoir suffisamment de recul pour me permettre de me laisser surprendre. Parce que je suis pas si sensible que ça au style. J'y suis sensible, mais à mon échelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me posent pas de problème. L'écriture, par exemple, de Jérémy, mon frère, est nettement plus sensible au style que moi. Je lui ai conseillé de lire des livres de Maxime Chatham, et il dit « Ouais, Maxime Chatham, c'est très sujet verbe complément, il décrit ce qu'il y a, voilà. Moi, ça m'a jamais posé problème, je rentre dans l'histoire sans aucune difficulté. Là, non, quoi. Là, il y a vraiment des fois où... Et apparemment, en anglais, c'est pire. Steven Owen me dit « Oseras-tu faire un 50-50 sur les autres films 50 nuances ?» Non. Comme de Lustrac me dit « Bonjour Lynx, cet excellent 50-50, merci beaucoup sur 50 nuances degrés, m'a amené à me poser une question. Tu dis que tu penses qu'un auteur doit avoir une application limitée dans l'adaptation de son œuvre, mais alors serais-tu prêt à regarder des films comme la 377e section de Pierre Andorfer, qui est une adaptation de roman faite par l'auteur du dit roman. C'est un miracle que j'ai eu, le succès que j'ai eu, étant donné la difficulté que je semble avoir à faire comprendre ce que je veux dire. J'ai jamais dit que l'auteur doit avoir une application limitée dans l'adaptation de son œuvre. D'ailleurs, j'ai lu le livre, Hellraiser, dont l'adaptation au cinéma a été faite par l'auteur lui-même, et voilà, c'est une démarche que je comprends et qui est très chouette. Au contraire, je trouve ça très cool que une même personne utilise deux médias différents pour raconter la même histoire. Je trouve ça très intéressant. Moi, ce que je dis, c'est un autre média, il faut laisser parler les gens qui savent faire parler l'autre média. Si toi, en tant qu'artiste, tu sens que tu peux faire parler deux médias différents de façon différente, go. Je pense notamment, je crois que c'est... j'ai peur de dire une connerie. Il me semble que c'est Michael Haneke, le réalisateur de Funny Game, qui a fait une version... J'ai très peur de dire une connerie. Il me semble qu'il a fait une version allemande et une version américaine de Funny Games à 10 ans d'écart, et les deux versions sont un peu différentes parce que le public va être différent, parce que le réalisateur a évolué. Tu vois, j'ai rien contre le fait qu'une seule personne explore
deux moyens de raconter la même histoire, ou deux moyens de raconter une histoire peut-être différente, mais basée sur les mêmes trucs. Là, c'est pas de ça dont il est question. Là, c'est une question de... E.L. James voulait protéger son livre. Moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Elle n'a pas laissé Sam Taylor Johnson explorer autre chose. Mais là, il n'est pas question d'un auteur qui a une vision, il est question de une auteure en l'occurrence qui veut empêcher d'autres gens d'avoir une vision différente. C'est ça qui me posait problème. Léo Marshall me dit « Salut Lynx, sur les 3 50-50 sur des films adaptés de livres, tu as choisi 2 mauvaises adaptations. Pourquoi ne pas avoir choisi une bonne adaptation pour expliquer vraiment ce qui fait une bonne adaptation ?» Bah, tu vois, en faisant ce 50-50 sur 50 nuances de Grey, ça m'a fait relativiser mon point de vue sur l'adaptation de Shining, dont finalement je pense qu'on peut dire que c'est une bonne adaptation. C'est-à-dire que Kubrick a vu quelque chose dans Shining et a exploré ce qu'il a vu dans Shining. Ça reste une mauvaise adaptation de l'univers de Stephen King, mais c'est une bonne adaptation du livre Shining. Anaïs Echegut me dit, ou Echegut, ma question, tu penses que si le film avait pris une autre tournure, comme démontrer l'emprise d'un pervers narcissique sur Anastasia, qui peine à s'en sortir, ce serait plus honnête, réaliste et donc plus simple, plutôt que de faire passer ça pour du romantisme? Non, je pense pas, ça aurait été un film complètement différent. Là, il y aurait eu une trahison, si tu veux, du matériau original. Non, je pense qu'il aurait fallu que Anastasia soit plus réactive, plus vite, plus virulente, et que Christian Grey se remette vraiment en question très vite. Mais tu vois, déjà là, on serait parti sur complètement autre chose. Moi, ce qui m'aurait plu, ce serait de casser complètement, peut-être, tout l'attrait du livre. Et c'est là qu'il y avait un équilibre à trouver et que moi j'aurais jamais pu faire, déjà je suis pas réalisateur. Si je devais faire une adaptation cinéma ou n'importe quelle adaptation de 50 nuances de Grey, je ferais de Christian Grey un personnage avec beaucoup plus de... beaucoup moins dur, quoi, beaucoup moins fort, beaucoup moins solide. Mais je pense que ça, c'est ce qui fait l'attrait aussi de Christian Grey. Les femmes qui sont attirées par Christian Grey aiment ce côté indomptable, mais elle arrive à le dompter. Une façon dont ça aurait pu marcher, ce serait que Christian Grey ait une relation pourrie dégueulasse avec une autre femme qu'Anastasia Steele, qu'on le sache, qu'on vive cette relation-là, parce qu'il est dans la périphérie d'Anastasia, je sais pas comment, que cette relation, évidemment, ne marche pas, se termine de façon dramatique, la nana finit par porter plainte, j'en sais rien, enfin voilà, un truc réaliste, quoi. Anastasia commence à avoir une relation avec Christian Grey à ce moment-là parce qu'ils sont attirés, parce que l'amour c'est comme ça, tu choisis pas par qui t'es attiré. Et dès que lui commence à dépasser les limites, très tôt, elle met un frein, met un mur, dit non, ça c'est hors de question. Et elle le change comme ça. Lui, il est encore sous l'emprise d'une autre relation avant, ça aurait pu être une façon de raconter ça. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà trop loin de l'œuvre originale? C'est possible. Mais en tout cas, là, ce que tu proposes, c'est juste une autre histoire. Donc, pour moi, ça aurait été une mauvaise adaptation de changer l'histoire pour que ça raconte un truc qui soit plus... tu dis plus sain, oui, plus ça, finalement. Laurent Malater me dit « Est-ce que l'éloignement d'une adaptation de l'œuvre originale augmente ses chances de transcender cette dernière ?» Et je vais coupler ta question avec une autre. La question qui est en tout petit, pourquoi est-elle en tout petit? J'arrive pas à la lire. De Tanaël Lemar Herman. Bonjour, merci pour ce 50-50 de rien. Est-ce que pour toi le film, pour peut-être être une bonne adaptation, doit compléter le livre en apportant forcément une nouvelle vision et des changements, ou une simple mise en image fidèle du roman avec peu de parties pris peut suffire? Alors, la raison pour laquelle j'ai couplé ces deux questions, c'est parce que finalement vous me posez à peu près les mêmes questions. Donc Laurent me demande si l'éloignement d'une adaptation de l'œuvre originale augmente ses chances de transcender cette dernière. Je vais te dire oui, parce que pour moi, si tu t'éloignes de l'œuvre originale, t'as déjà entamé un schéma de réflexion. Ça garantit pas non plus qu'il y ait une réflexion, mais ça augmente les chances, et c'est ta question. Ça tend à prouver que le réalisateur s'est pas dit « je vais mettre ça en image », il s'est dit « je vais raconter ce que j'ai ressenti ». Et du coup, il a ressenti quelque chose. Et il veut... Tu vois, il y a une démarche artistique. C'est là que ça rejoint la question de Tanaël. Est-ce que, pour être une bonne adaptation, le livre doit apporter une nouvelle vision des choses? Non. La Ligne Verte est une très bonne adaptation, et c'est une adaptation extrêmement littérale de La Ligne Verte. Le truc, c'est que créer, c'est faire des choix. Tout le temps. Tu ne peux pas faire une adaptation littérale d'un livre sans faire de choix.
où que tu poses la caméra, où que tu aies choisi ton décor, quel acteur tu as choisi, comment tu veux qu'il joue, tout ça, ce sont des choix. Toi, ce dont tu parles, Tanaël, je pense, c'est de scénario. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut forcément qu'on change le scénario, qu'on change l'intrigue, si tu préfères. Pour pas, scénario, c'est un terme de cinéma, intrigue, ça se prête aux deux médias. Est-ce qu'il faut changer l'intrigue pour ajouter quelque chose? Non. Le livre, La ligne verte, est bien écrit, est bien raconté, c'est-à-dire que les mots font leur travail de communiquer et l'intrigue, mais aussi et surtout les émotions, tandis que les images de Franck Darabont font le même travail, la musique aussi fait le même travail, le jeu des acteurs fait le même travail. L'intrigue est la même, mais les choix qui ont été faits sont opérants, fonctionnent. Il n'y a pas que l'intrigue, parce qu'il y a les dialogues aussi, c'est les deux éléments qui sont en commun entre le cinéma et le roman. Mais pour le reste, tout est affaire de choix. Par exemple, prenons une phrase simple, une situation simple. Imagine un chat dans une rue. Dans un roman, tu as plusieurs façons de le décrire. Il y a un chat dans la rue. Il y avait un chat dans la rue. Dans la rue, il y avait un chat. La rue était vide, il n'y avait qu'un chat, j'en sais rien, tu vois. Il y a plusieurs façons de le dire. Et en fonction de la phrase du roman, qui a des significations différentes, même si elle décrit tout le temps la même chose. Il y a un chat dans la rue et il y avait un chat dans la rue. Tu ressens pas la même chose. Tu envisages pas la même chose. Il y a un chat dans la rue, on est dans l'action. Il y avait un chat dans la rue, c'est un décor. C'est pas le... On n'est pas concentré sur ce chat. On est sur la description... Moi, je le ressens comme ça. Peut-être que vous le ressentez différemment. Et du coup, quand tu filmes, quand tu choisis de filmer, je peux vous garantir que vous avez tous une image différente, tous et toutes, une image différente en tête, une image cinématographique différente. Donc ouais, je peux vous garantir que vous avez tous une image différente en tête quand je dis il y a un chat dans la rue ou il y avait un chat dans la rue, ça vous évoque bien, il y a un chat dans le bureau, ça vous évoque tous un truc différent. C'est-à-dire, est-ce qu'on est cadré vraiment plus sur le chat? Est-ce qu'on est cadré sur la tête du chat? De quelle couleur est ce chat? Est-ce qu'on cadre la rue et il y a un chat qui la traverse? Est-ce que le chat ne la traverse pas et est juste posé? Il est posé sur le trottoir ou sur la rambarde? Est-ce que la rue est... Est-ce qu'il y a de la verdure sur la rue? Est-ce que c'est vraiment juste une rue passante j'allais dire type Paris, l'image que je me fais de Paris, quoi. C'est-à-dire gris. Brest est pareil, hein, si je... Bon, bref. Tous ces choix-là, ça va être différent. Et vous, et le réalisateur, il faut qu'il se dise... Comment j'arrive à... Bon, là, on travaille avec juste une phrase, c'est pas évident, mais comment j'arrive à transmettre la même sensation, c'est-à-dire, tu vois, rien qu'en rajoutant « la rue est vide, il n'y avait qu'un chat », pour moi, bam, d'emblée, ça se passe la nuit. Pourquoi, je sais pas, il n'y a rien dans la phrase qui dit « c'est la nuit », moi, j'imagine un truc la nuit. Et donc, du coup, les auteurs sont obligés de réfléchir, enfin, les auteurs de cinéma sont obligés de réfléchir à ça. Et ça peut se faire sans changer quoi que ce soit à l'intrigue. Même si tu changes rien à l'intrigue, tu demandes à 3 réalisateurs de faire la même adaptation littérale d'un film, d'un livre, pardon, tu auras 3 films très différents. Adrien Pellet me dit « Salut, Links de Son, un 50-50 sur une adaptation de jeu vidéo est-il envisageable ?» Tout à fait, d'autant que c'est très... C'est toujours un peu intéressant comme problématique. Le jeu vidéo, il est pensé pour l'interactivité. Comment tu changes ça, comment tu adaptes ça en film. Et je pense qu'il y a peu de films qui ont réussi à transformer cet essai. Peu de films qui ont réussi à faire d'un bon objet vidéoludique un bon objet cinématographique. Je pense pas que ça ait déjà eu lieu. Des films corrects, on en a eu. Des bons films, il n'y en a encore jamais eu. Parce que le jeu vidéo a toujours un peu cette image de plaisir populaire, quoi, de plaisir, c'est pour les enfants, puis c'est pas... Le jeu vidéo a cette image de, il n'y a pas de génie dans le jeu vidéo, il n'y a pas de... Alors c'est totalement faux. Baron Crodrag me dit, bonjour Lynx, tu as dit vouloir arrêter les NMT car tu ne voulais plus dire de mal de chansons ou d'artistes, mais est-ce que tu as un projet de nouvelle émission pour parler de musique, mais en bien? Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est un miracle que j'ai eu le moindre succès vu la difficulté que j'ai à me faire comprendre. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Non, j'ai arrêté de faire les NMT parce que j'avais plus envie de parler de paroles de chansons, parce que c'est quelque chose qui ne me ressemble pas. C'est la plupart des musiques que j'écoute déjà ont pas de paroles. Ensuite, je fais pratiquement pas gaffe aux paroles des chansons que j'écoute. Ça me ressemble pas, quoi. Aussi simple que ça. Les NMT sont nés d'une impulsion débile.
débile, c'est-à-dire, je me suis dit, ces deux chansons-là, donc celui de Colonel Riel et Bella de Maître Gims, ces deux chansons sont complètement crétines, on va en rigoler sur Internet. Et ça a fonctionné, voilà, ça a fait rire, il n'y a pas de... J'ai pas honte de ça, parce que c'était une période de ma vie, j'ai évolué depuis, tout le monde a évolué depuis, bref. Et j'ai réussi à faire en sorte que les NMT deviennent autre chose. Quand j'avais plus envie de me moquer juste des paroles débiles, parce que c'est stérile, ça sert à rien, c'est pas sympa, c'est... voilà. Je pouvais parler d'autres choses, par exemple le NMT sur Magic System. Je rappelais, oui, les paroles, c'est un aspect des chansons, mais des fois, les paroles, on s'en fout complètement. Le NMT sur les traductions Disney, qui pour moi est le meilleur NMT, se penchait sur le travail de traduction, qui était intéressant d'après moi. Le NMT sur les enfoirés permettait de rappeler que l'important dans les chansons des enfoirés, c'est pas du tout les paroles, c'est juste le côté caritatif du truc, c'est-à-dire ils font une musique pour générer de l'argent, pour donner des repas à des familles qui en ont besoin. On s'en fout de la chanson, quoi. On s'en fout. Le NMT sur Jul, évidemment, qui dit très globalement, réfléchissez avant de juger, jugez pas ce que vous connaissez pas, et d'une façon générale, évitez de juger. Enfin voilà. Bref, tous les NMT ont dérivé du projet principal du NMT. Mais, globalement, j'avais juste plus envie de parler de ça. Et du coup, une nouvelle émission pour parler de musique, mais en bien, j'ai pas envie. Je me tiens pas du tout au courant de ce qui sort en musique. Enfin, c'est vraiment une émission qui me ressemble pas, quoi. Tout simplement, c'est non, j'ai pas... J'ai pas envie. Les NMT venaient d'autre chose et ont dérivé en autre chose. Il n'a pratiquement jamais été question de musique. Mathilde Postal me dit « Bonjour Lynx, question concernant la censure justement. J'ai l'impression que le petit bot YouTube est de plus en plus choqué par quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ce n'est pas trop galère de faire une vidéo tout public ultra lissée en plus de tous les problèmes de copyright où on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sans prendre le risque de se faire retirer sa vidéo? Bon courage à toi pour la suite. Smiley pouce en l'air, merci beaucoup. Je fais un métier que j'adore, qui est complètement inespéré. Je suis plus épanoui dans le métier que je fais là que dans n'importe quel autre métier que je pourrais faire, je pense. Et j'oublie pas que si je peux tout ça, c'est, j'allais dire, grâce à YouTube. Oui, je pourrais pas faire ce que je fais avec la liberté que j'ai sans YouTube. Je dis pas que YouTube est parfait, c'est loin d'être le cas. C'est très frustrant de voir ces vidéos démonétisées pour des détails qui... Encore que, j'ai eu un mail hein, concernant ce que j'ai fini par retirer de la vidéo. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui m'a dit « Dis donc, tu parles de telle chose et telle chose, est-ce que c'est pas un peu osé pour une vidéo, machin ?» Du coup, tu vois, c'est que ça choque des gens, quelque part. Je suis plutôt de l'avis de dire « Franchement, ça va, quoi. » Mais, on n'a pas tous la même sensibilité, et YouTube, voilà, doit placer le curseur quelque part. Et puis finalement, les vidéos, vous finissez par les voir, elles finissent par être accessibles. Tu dis lycée... Je me sens pas emprisonné dans ce que je peux ou ne peux pas dire. Vous comprenez ce que je dis d'une façon générale. Je serais une chaîne qui parle d'histoire, je serais beaucoup plus emmerdé. Parce que je me dirais, non, j'ai besoin de parler de certaines choses de façon explicite. C'est frustrant, mais j'oublie pas que si j'ai le métier que j'ai aujourd'hui, c'est malgré ces règles très très chiantes. C'est grâce à YouTube, malgré ces règles très très chiantes. Donc si tu pèses le pour et le contre, le pour l'emporte largement. Alexis Poyard me dit « Bonjour Link the Sun, penses-tu avoir trouvé avec tes frères un équilibre pour tes vidéos? Le fait que Jérémy n'apparaisse pas, même si on entend le prof, veut dire pour moi qu'ils n'étaient pas là, même s'ils ne sont pas là, vous trouvez le moyen pour qu'ils apparaissent dans la plupart des grosses vidéos? » Non, absolument pas. On n'a aucun équilibre avec David et Jérém. David, il est plus occupé que jamais, et puis il va être de plus en plus occupé, donc les apparitions de David vont être de plus en plus rares, j'en ai peur. Je vais continuer à essayer de faire en sorte que ça arrive, mais ça va devenir de plus en plus difficile. Jérémy, son emploi du temps devrait s'alléger à partir de la fin de l'année, donc il est possible que... Jérémy, il est dans le milieu. Il est dans le milieu de la représentation, du théâtre, du spectacle. Il y a moyen de travailler avec Jérémy parce que professionnellement, ça se raccorde. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a aucun équilibre. On est dans une phase où si j'arrive à les choper, tant mieux, mais globalement, il faut que je fasse ça.
C'est frustrant, mais pour l'instant, on en est là. Ludovic Houbron me dit « Salut Lynx, comment as-tu choisi entre VO ou VF pour présenter les extraits de films ?» Globalement, si la VF me distrait trop, si je trouve que la VS est tellement mauvaise qu'elle me sort du film, je choisis la VO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Leila Hébert Les Ondag me dit « Hello Lynx, est-ce que tu pourrais revenir sur la notion de responsabilité des auteurs ?» J'ai gardé cette question, eh ben pour quelqu'un qui aime pas la polémique. Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion de responsabilité des auteurs lorsqu'ils font la promotion des comportements dangereux? Faut-il une censure ou une introduction à ces œuvres pour mettre en garde? J'avais entendu que tous les films de guerre, même anti-guerre, se retrouvent malgré eux à en faire la promotion. Est-ce que ça ne serait pas la même chose avec la culture du viol? Ou bien je me prends trop la tête, mais j'ai trouvé le bouquin et sa polémique assez malsaine avec des gens qui surdéfendaient l'inoffensivité du truc. Et les gens sont capables du pire. C'est vrai que j'ai souvent entendu des gens dire oh, mais c'est pour de faux, ça va, c'est du fantasme, ça va, c'est... Non, ça va pas, non. Ça va pas. Est-ce qu'il faut une censure? Non, la censure n'est jamais la solution d'après moi. Mais je suis peut-être idéaliste à ce niveau-là. Je suis peut-être... Pour l'instant, c'est un point de vue, mais c'est un point de vue qui est très naïf sur la question. D'après moi, la solution, c'est l'éducation. C'est-à-dire laisser les œuvres accessibles, mais apprendre aux enfants, apprendre aux ados, au collège, au lycée, puis même apprendre aux adultes, on continue d'apprendre à tous les âges de la vie, que la culture du viol existe, qu'on en souffre tous, les hommes comme les femmes, évidemment les femmes plus, mais les hommes aussi, que le patriarcat est une très mauvaise chose, que, enfin voilà, tu vois, tout ce genre de choses, moi je l'ai découvert très tardivement dans ma vie, ces trucs-là. C'est pas normal, c'est des trucs qu'on devrait apprendre très tôt. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est aussi une position politique. Oui, mais est-ce que tu veux pas sensibiliser je veux dire, tout est politique. Et pour moi, tout passe par l'éducation. C'est aussi pour ça que j'ai horreur de la cancel culture, c'est que tu peux pas museler tout ce qui ne te va pas. Parce que ce qui ne te va pas existe, et existera. Si tu censures, ou si tu diminues ces gens-là, c'est pas des gens, c'est des sentiments, c'est des pensées, tu règles rien. Tu règles rien. Et c'est une question beaucoup plus générale que juste 50 nuances degrés. C'est-à-dire que mettre une introduction à 50 nuances degrés où on explique que le comportement de Christian Grey n'est pas normal, ça sert à rien. Si tu le sais, tu le sais. Si tu décides de pas le voir, tu le verras pas. Introduction ou non. Mais interdire 50 nuances degrés ferait juste que on en parlerait encore plus. C'est une question compliquée. Qui va faire débat? Évidemment, ça va parler dans les commentaires. Je n'y serai pas. Et enfin, Aurore Champagne me dit « Bonjour et merci pour toutes tes vidéos, elles sont super, merci à toi, c'est gentil. Parmi les films que tu as vus adaptés d'un roman, quels sont tes préférés et qu'est-ce qui fait que tu les apprécies ?» Quand je regarde un film, je me dis pas d'où il vient, j'apprécie le film. Et c'est vrai pour les films qui sont adaptés de romans, c'est vrai pour les œuvres originales aussi. Quelle est mon adaptation de roman préférée? Et Jurassic Park et Shining. Mais vraiment, en fait, je vais juste citer mes films préférés qui s'avèrent ne pas être adaptés, qui s'avèrent être adaptés de films. C'est-à-dire que je peux pas te répondre Star Wars parce que c'est une œuvre originale, je peux pas te répondre Matrix parce que c'est une œuvre originale. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Le Seigneur des Anneaux. Je peux pas dire que Le Seigneur des Anneaux fasse partie de mes films préférés. Je les aime beaucoup, mais je peux pas dire qu'ils fassent partie de mes films préférés. Le Seigneur des Anneaux sont aussi de très bonnes adaptations. En lisant les livres, on voit le... Enfin bref, j'en parle très bientôt parce que je vais tourner le coin lecture aujourd'hui aussi. D'ailleurs, je vais faire ça. On va arrêter là. Merci à tous pour vos questions, pour votre implication. Ça fait très plaisir de voir que vous continuez à me poser des questions. Ça fait tellement d'années qu'on partage tout ça ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt sur Links Off pour le coin lecture. Surveillez la chaîne Twitch de Jérémy B Live, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour août. Je ne suis pas autorisé à vous en dire plus pour le moment. C'est bon, c'est bon, on peut en parler? Bonjour, de Links du futur. Et ça y est, les fictions sonores de Jérémy vont me prendre vie le mois prochain. Et si vous regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien Ulule pour soutenir ce projet. Globalement, les fictions sonores, ça va être des courtes pièces de théâtre, mais pour les oreilles. Globalement, il s'agit de faire une saga MP3, mais en live. Une représentation vivante de textes qui ont été écrits par Jérémy, par des gens, ça va pas vous parler, mais globalement, ils vont être une troupe de 6 comédiens. Ils vont écrire des textes et ils vont les interpréter un soir sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Jérémy B Live. Si vous voulez soutenir le projet, il y a donc le lien Ulule dans la description. Et c'est un projet voilà, qui tient énormément à cœur à Jérémy. C'est un projet qu'il avait envie de faire depuis plus de 2 ans maintenant. Mais pour aller au bout de le bout, il a besoin de votre aide, de votre soutien. Vous savez comment ça fonctionne les financements participatifs. Si vous donnez tous 1 €,
1 euro. Ça fera une quantité d'argent nettement suffisante pour compléter le LUL, pour concrétiser le projet de Jérém. Je vous laisse aller regarder. Merci à tous et je laisse moi du passé conclure la vidéo. Désolé pour l'interruption. Et sur Links de Sun, la prochaine vidéo, ça sera une parenthèse qui parlera de romans. Parce que j'ai vu que la dernière, c'était très mal, c'en était très mal sorti. La parenthèse sur 20 conseils aux jeunes auteurs a très peu marché. Donc je me dis, je fais très mal mon métier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde, bisous. Non, pas bisous. Ciao, juste ciao. Au secours!